Non, c'est pas mieux, si c'est mieux. Déjà, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas effectivement si on peut connecter Maxence, parce que du coup, je me présente rapidement, je suis Damien Tabouret, je suis directeur de la structure Opélia Aria, donc, qui porte les établissements d'Opélia dans le département du Rhône. Mais je ne sais pas si ça marche très bien ici. Je sais pas, à celui-là, il y a beaucoup mieux, il me semble. Hein? Je vous ferai signe. Ouais, merci. Voilà, mais je suis aussi le délégué régional adjoint de la fédération pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un peu plus à ce titre-là, d'ailleurs, que je vais intervenir sur cette présentation qui était au départ, et vous le voyez au programme, prévu pour Marie, mais qui, pour des raisons là aussi d'organisation, elle me l'a gentiment refilé. Et je le fais avec plaisir. Donc Maxence est connecté. Bonjour Maxence, je vais te laisser te présenter. Et en tout cas, l'idée, effectivement, on vient de savoir au téléphone, on se connaît bien puisque Maxence travaille à Aria. Et donc ça facilite aussi ce genre d'improvisation. Mais on va essayer, pour essayer de balayer le sujet, mais de garder à peu près le timing, une intervention croisée. Maxence et moi, voilà, donc il y aura peut-être quelques petits bugs, quelques petits ajustements, mais vous serez tout à fait compréhensif et tolérant par rapport à ça. Voilà. Je vais commencer par quelques points, un peu de contextualisation de ces histoires de réduction des risques en structure d'hébergement. Et ensuite, je laisserai la parole à Maxence, donc, qui se présentera sur l'intervention spécifique qu'il coordonne à Lyon d'une équipe mobile addiction précarité. Alors, le contexte, on le connaît, hein, c'est les liens entre usage de drogue et précarité, qui sont évidents, qui ont été largement étudiés, documentés, donc j'y reviendrai pas, parce qu'en plus on n'a pas le temps. Mais du coup, dans le concret, ça indique que de nombreux usagers de drogue sont accompagnés et ou hébergés dans des structures d'hébergement, et qu'inversement, des nombreuses personnes en situation de précarité sont accompagnées par des structures spécialisées en addictologie. En gros, on a quand même souvent le même public, si on peut résumer ça comme ça. Mais l'accompagnement de ces personnes qui rencontrent des nombreuses difficultés, hein, c'est toujours très, très massif, cet accompagnement du coup est complexe. Il demande un vrai travail pluridisciplinaire et intersectoriel, on en a parlé rapidement hier, et cette dimension intersectorielle n'existe pas toujours. Et puis l'histoire du secteur de l'hébergement fait aussi que dans de nombreuses structures, l'abstinence reste un objectif à atteindre parce qu'il garantirait le respect du cadre et le bon déroulé de l'accompagnement social. Or, c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Et on a vu en particulier ces dernières années qu'il fallait pouvoir avancer là-dessus. Alors, ce constat, quand même, il est fait depuis de nombreuses années. Les professionnels des deux secteurs ont développé de nombreux projets. Maxence pourra parler d'un projet qui a bientôt 15 ans d'existence maintenant. Des projets plus ou moins structurés, afin de rapprocher les deux secteurs et de mettre en place des actions coordonnées qui favorisent des accompagnements croisés et complémentaires. Et on a vu que c'était ça qui était efficace. Et puis en 2020, Marie l'a abordé tout à l'heure, il y a eu la crise Covid, et puis l'ensemble des périodes, enfin toutes les périodes de confinement qui finalement ont été en même temps un incroyable déclencheur et souvent un accélérateur de ces partenariats. En effet, dans les nombreuses structures d'hébergement collectif, la question des consommations d'alcool est devenue un sujet quotidien et souvent aigu, puisque les personnes hébergées et qui étaient confinées ont eu les plus grandes difficultés à s'approvisionner en alcool, même les plus grandes difficultés, quelquefois c'était même pas possible. Et bien sûr, outre les questions d'ambiance et de tension évidentes dans une structure d'hébergement collectif avec des gens confinés 24 heures sur 24 qui se retrouvent en manque de produits, sont arrivées les questions de santé, et en particulier celles qui sont liées au sevrage, à l'accès aux soins, comme la substitution pour un certain nombre d'entre eux, au matériel de réduction des risques, etc. Donc, enfin, pour ceux qui étaient dans ces cercles-là au moment des confinements, et Marie le disait, alors elle, d'une autre place qui était celle des pouvoirs publics, c'était quand même panique à bord. Il a fallu rapidement inventer des solutions pragmatiques pour pouvoir répondre aux besoins des personnes. Alors du coup, j'enchaîne. C'est effectivement face à cette situation particulièrement compliquée que les professionnels des secteurs AHI et Addicto ont assez spontanément adapté leurs pratiques pour apporter des réponses concrètes et pragmatiques. Je le disais,
J'insiste bien sur concrète et pragmatique parce que, mais j'en reparlerai peut-être ce soir sur la question de RDR Anxapa, c'est un des principes de la réduction des risques, cette dimension concrète et pragmatique, et quelquefois on l'oublie. Concrète et pragmatique, du coup, pour des personnes que l'épidémie de Covid mettait encore plus en difficulté et en danger qu'elle ne l'était auparavant. Je crois que c'est important de voir que l'association, en même temps de la situation personnelle des gens, mais aussi le Covid et ses conséquences, mettait vraiment ces personnes en danger. Voilà, donc on a vu sur différents territoires, alors nous, Maxence et moi, on connaît bien Lyon, mais ça s'est joué évidemment partout. On a vu se mettre en place une multitude d'expériences, d'actions qui ont été pensées avec un seul objectif, réduire les risques induits par l'addition des facteurs inhérents à la situation, ce que je disais, mais aussi inhérents à la situation de Covid. Alors, je vais prendre quelques exemples, je ne vais pas trop les développer. Il y a bien sûr eu des équipes mobiles de XAPA et de CARUD. Les équipes sont mobilisées pour aller à la rencontre des personnes à la rue ou en centre d'hébergement, ou aussi dans ces fameux centres de desserrement. On m'a rappelé hier le mot qui était utilisé à l'époque, et quand même assez terrible, les centres de desserrement qui permettaient de mettre de côté à l'abri les personnes à la rue qui avaient été contaminées par le Covid. Donc les équipes se sont vraiment mobilisées dans une dimension d'aller vers pour maintenir le lien, pour souvent le créer, parce que c'était l'occasion de rencontrer aussi des personnes qu'on ne connaissait pas, et puis pour les soutenir dans un contexte de confinement dont on peut imaginer la difficulté à contenir ça pour les personnes qu'on accompagne, et puis bien sûr apporter du matériel de réduction des risques pour ceux qui en avaient besoin. Dans les centres d'hébergement, deuxième exemple que je retiendrai, les équipes ont mis en place des réponses face aux besoins d'alcool des résidents. Il y a eu tout des équipes qui se sont mobilisées pour aller acheter de l'alcool, gérer les stocks d'alcool, distribuer l'alcool, plus ou moins dans des dispositifs d'autogestion. Ça a été variable selon les structures. Mais il y a vraiment eu une mobilisation sur cette question-là, mais là aussi dans un moment d'urgence qui était peut-être un peu improvisé, même si les choses qui ont été faites ont été très intéressantes. Voilà. Mais on verra tout à l'heure. Je vais laisser Maxence du coup présenter le travail qu'ils font. Et puis peut-être Maxence que tu auras l'occasion de dire deux mots sur la manière dont vous, l'équipe mobile, vous avez adapté votre travail et vos pratiques dans ce contexte-là. Et puis après, je reviendrai, après l'intervention de Maxence, sur des choses qui ont perduré, parce que c'est aussi ça tout l'intérêt, enfin peut-être ce qu'il y a à retenir de cette question-là, c'est que le Covid a été déclencheur, mais ça ne s'est pas arrêté après le Covid, et on sent une dynamique comme ça sur les questions de RDR en hébergement qui est plutôt intéressante. Voilà, Maxence, je te laisse la parole. Tu déroules ton intervention, et puis je reprends après et tu te présentes, oui, effectivement, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, je te laisse. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Euh, Bon, dans le doute, je continue. Donc, Maxence Thomas, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie clinique et en psychopathologie. Maxence, Donc, juste, oui. excuse-moi, la connexion n'est pas hyper bonne. Est-ce que tu peux peut-être couper ta caméra? Voilà, on ne te verra pas, désolé, mais peut-être qu'on t'entendra mieux. Est-ce que c'est mieux? Ah ouais, c'est bien mieux, merci. Ok. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter assez rapidement ce que est l'équipe mobile Addiction Précarité qui existe depuis 2010. Je pourrais commencer en vous disant que ça reste, même à l'heure d'aujourd'hui, une équipe qui est embryonnaire. C'est une équipe qui est sous-financée euh, par rapport à la structuration d'une équipe mobile, on va dire, un peu classique, à savoir que après 14 ans d'existence, nous sommes à 3 temps plein pour une vingtaine, voire 25 structures. Donc voilà, pas trop du côté de l'implainte, mais c'est aussi important de noter que tout ça, ça reste embryonnaire et un peu expérimental et qu'on reste aussi sur des bases qui sont toujours un peu mouvantes. L'équipe mobile Addiction Précarité intervient donc on va être, pour être ciblé, intervient plutôt dans les centres d'hébergement. Au global, il y a centres d'hébergement de réinsertion sociale,
centre d'hébergement d'urgence, donc CHU. On trouve aussi des LHSS et des LAM, mais c'est de façon un peu différente parce qu'il y a on va dire que le personnel est pas, les professionnels sont pas les mêmes. L'idée a toujours été, et on continue à fonctionner comme ça, l'idée c'est de rencontrer les personnes en situation de grande précarité et addictes sur place. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail, on le fait plus tard, mais on ne fait pas directement un travail d'orientation. Et l'idée c'est vraiment de travailler justement sur la réduction des dommages. Et à travers ça, c'est prendre la personne là où elle en est pour travailler avec elle, l'accompagner à partir de là où elle en est. Et donc, il n'y a pas de prérequis. On reçoit des personnes qui n'ont pas envie d'arrêter, qui n'ont pas envie de réduire aussi, ça c'est important. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne se posent pas des questions sur leur consommation. Voilà. C'est un petit peu compliqué de vous résumer tout ce qu'on peut rencontrer en termes de situation clinique. Il y a quand même, moi je reste saisi, même après toutes ces années passées sur les maps, par euh, le- les, toute la partie psychiatrique, tous les troubles psychiatriques qu'on peut rencontrer chez les personnes en situation de grande précarité. Et en tout cas, toute la dimension de la souffrance psychique qui est parfois complètement masquée par les symptômes euh, de l'addiction. On parlait de l'alcool tout à l'heure. Vous savez que l'alcool, ça permet à certains de s'éteindre un peu, de se calmer, mais à forte dose, voilà, ça peut révéler, extérioriser des comportements violents. Voilà, ce qui nous a souvent été orienté pour les personnes, c'était quand même des situations urgentes, des situations très bruyantes avec de l'alcool. Alors maintenant, c'est depuis quelques années plutôt la cocaïne qui fait effet d'étincelle. Mais voilà, il y a tout ce qui se cache derrière. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec la personne à comment réduire les dommages, comment réduire les éventuels risques. Et puis, il ne s'agit pas vraiment de répondre aussi de manière très rapide aux demandes de sevrage. Je pense qu'il faut le souligner. On a la chance d'avoir autour de Lyon des endroits, des centres hospitaliers qui travaillent sur le sevrage et qui ont une grande préoccupation pour les patients en situation de précarité, qui prennent beaucoup de temps, mais néanmoins, on va dire, 90% des cas, ça reste inadapté. On a des patients qui ont beaucoup de mal à tenir des groupes, enfin, la question du groupe déjà, dans un premier temps, des groupes de relaxation. Éventuellement une approche psychocorporelle, voilà. On reste sur un public qui a été souvent victime de beaucoup de traumatismes. Donc, ça reste des approches de second temps. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour recentrer un peu mon sujet, l'idée, c'est vraiment de développer un dispositif de soins le plus pérenne possible sur place. Et donc, ça demande aussi un travail assez important avec les équipes de travailleurs sociaux et de tous les professionnels qui sont là. Je dis pas que les travailleurs sociaux, il y a les agents d'accueil, il y a enfin, voilà, toute la structure. On essaye de travailler avec l'ensemble des structures pour travailler aussi les représentations qui sont liées aux addictions. Et puis, un des gros axes de travail avec les équipes, c'est aussi faire exister autre chose que la dynamique sevrage quand il s'agit d'addiction. C'est-à-dire qu'on peut proposer autre chose, même si la personne ne souhaite pas se sevrer ou que le sevrage nous semble prématuré et risqué. Eh ben, on peut proposer autre chose, on peut prendre le temps de travailler avec ces personnes-là pour déjà réduire un peu ou éviter que la personne euh, par exemple, s'enfonce trop vite vers des troubles neurologiques qui ont déjà un peu émergé. Voilà, on peut avoir dans certaines structures un public un peu vieillissant et qui est quand même assez sujet à ces troubles-là. Et effectivement, le Covid
a frappé à nos portes en 2020. Donc ça a été vraiment... Il y a eu deux mouvements, hein. Il y a eu un premier mouvement, je dirais, où ça a généré beaucoup de choses paradoxalement et contre-intuitivement qui étaient plutôt positives du côté de la prise en compte des dépendances et des risques liés au sevrage. Et donc, il y a quand même beaucoup on va dire beaucoup de structures qui nous ont sollicité sur la mise en place de dispositifs de réduction des risques liés à l'alcool et notamment au manque d'alcool, puisque le contexte faisait que l'alcool devenait difficile à, à avoir pendant le Covid. Euh, alors, ça s'est décliné sous plusieurs formes. Il y a eu notamment des cogestions d'alcool qui ont été organisées. Il y a eu des autorisations de consommation sur site. Voilà. Le deuxième effet du Covid, qui est là beaucoup moins positif, c'est que ça a rebattu beaucoup les cartes au niveau des professionnels et que depuis, les équipes de travailleurs sociaux ont énormément de mal à se stabiliser et que du coup, tout ce qui avait été mis en place en termes de cogestion, en termes d'autorisation, en termes de réduction des risques, tout produit est quand même beaucoup axé sur l'alcool, et ben, ça s'effrite. C'est compliqué de le maintenir, c'est compliqué d'expliquer à des nouveaux professionnels fraîchement diplômés pourquoi, comment on peut s'autoriser à donner de l'alcool à quelqu'un quand il est en manque. Ça demande énormément de formation, ça demande de former les équipes quasi trimestriellement, tellement certaines structures sont sujettes au, à, à un turnover constant des travailleurs sociaux. Donc, on a vraiment ces difficultés-là et on lutte en permanence contre une perte de sens sur ce type de dispositif. Donc voilà, ça c'est pour faire part un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Euh, je ne sais pas si il faut que j'aille dans un sens ou dans l'autre. Je peux décrire un peu plus ce qu'on fait. Écoute, ouais, oui, tu m'entends. Ce qui serait bien, je ne sais pas, je te laisse voir ce que tu préfères déployer. Ce qui serait bien, c'est que ça tienne dans les 10 minutes pour qu'on puisse poursuivre, puis qu'il y ait peut-être aussi deux, trois échanges avec la salle si on va aller déjeuner pas trop tard. Donc voilà, je te laisse, mais peut-être oui, effectivement, rentrer plus dans le détail concret. Ok, ok, je savais plus si j'avais encore du temps ou pas. On peut parler un petit peu des dispositifs de réduction des risques alcool, parce que j'ai quand même entendu que c'était assez présent là ce matin. Euh, alors, il y a eu plusieurs types d'initiatives qui ont été prises et finalement, on est resté sur l'idée qu'il fallait vraiment personnaliser, enfin personnaliser, en tout cas singulariser ces types de dispositifs en fonction des structures d'hébergement et notamment en fonction, alors, des équipes, du type de public, ça c'est sûr, mais aussi au niveau de l'organisation physique, géographique du lieu, des possibilités ou pas d'avoir une salle, d'avoir un espace dédié ou pas. Et voilà, je me remémore aussi ce qui a été dit ce matin sur l'idée que on peut voir de l'extérieur la réduction des risques comme une approche où il y aurait une absence de règles et bien souvent effectivement, nous, on se retrouve à dire, attention, c'est pas parce qu'il y a une autorisation, c'est pas parce qu'on on ouvre un espace que tout est possible et qu'il n'y a pas de règles et qu'il ne doit pas y avoir de règles. Et ça, c'est un travail qui doit être fait aussi, c'est-à-dire que souvent, il y a une prise en compte du dispositif de réduction des risques et des dommages alcool en particulier qui est vécu comme une dérégulation. Et donc là, souvent aussi, la peur des travailleurs sociaux dans ces moments-là, c'est qu'il y ait une montée en flèche des comportements inadaptés, et notamment de la violence. Alors, effectivement, quand on développe plutôt des dispositifs de ce type-là, ça a plutôt tendance à stabiliser, voire à réduire un peu la violence liée aux consommations excessive, même si la question de la violence n'est évidemment pas réglée, elle n'est pas
Il n'y a pas d'extrait de violence dans l'alcool, hein, ça désinhibe, mais c'est pas, voilà, ça ne fait que révéler des traits de comportement à des moments qui sont exacerbés. Donc, il y a cette crainte, cette peur, et l'idée, c'est de voir comment on fait un dispositif différent, comment on peut sortir d'une éventuelle interdiction de consommation d'alcool, sans pour autant qu'on ait une perte de sens et sans pour autant que ça donne l'impression qu'il n'y ait plus de règles. Euh, et effectivement, alors on a un exemple où un CHRS a pu construire une sorte de mini bar avec des horaires réguliers qui ont lieu 4 fois par jour, qui est un temps convivial, très porté par l'institution, ancré dans le règlement de fonctionnement. Voilà, mais c'est un temps et c'est un espace qui est codifié, où il y a des règles, où les choses sont bien posées et il y a une charte. Voilà, d'autres structures ont choisi de faire un contrat, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même l'idée que les choses soient bien ancrées et que on reste sur un dispositif qui soit aidant et qui soit protecteur. Les questions qui sont souvent posées par rapport aux co-gestions d'alcool, c'est notamment si une personne arrive au moment de la délivrance d'alcool, est-ce qu'on continue de lui donner de l'alcool ou est-ce que finalement on la prive d'alcool alors qu'elle est déjà très très alcoolisée? Donc il y a eu tout un travail qui a été fait là-dessus et avec l'idée que les dispositifs de réduction des risques alcool, comme tout dispositif de réduction des risques, soient des dispositifs protecteurs. Donc pas là pour aider les personnes à s'alcooliser massivement. Et si une personne doit s'alcooliser massivement, eh bien euh, c'est son droit fondamental et on voit bien que ça a une fonction anxiolytique très, très importante à certains moments, une fonction aussi libératrice euh, à d'autres. Il ne s'agit pas de priver la personne de ça, mais simplement de dire que cet espace-là ne correspond pas à ce type d'alcoolisation et que si la personne doit utiliser un espace de cogestion, elle doit le faire de manière régulée. Donc c'est une façon aussi de pouvoir reprendre les choses et aussi de préserver un petit peu le collectif qui est souvent mis à mal quand même dans ces structures-là. Euh, voilà, ça c'est le travail global, méthodologique qu'on peut essayer de faire avec les structures. On est aussi de plus en plus sollicité sur, on va dire, sur d'autres aspects qui sont généralement plutôt liés aux produits illicites. Et là, effectivement, bah, comme vous le savez, on a quand même moins de marge de manœuvre pour proposer des dispositifs, on va dire, régulateurs, dans la mesure où bah, il y a toujours la question de la loi qui s'applique aussi en interne aux structures. Ce qui ne veut pas dire qu'on rencontre pas personne, on rencontre quand même beaucoup de patients. Déjà qui consomment plusieurs produits et puis qui sont notamment consommateurs de cocaïne en ce moment, puisque c'est aussi ce qui a tendance à flamber dans les structures d'hébergement. Notre équipe a une préoccupation assez importante aussi sur les troubles euh, qui ne sont pas que en lien avec les addictions et souvent on aide un petit peu les structures dans leur réflexion, dans leur travail clinique à déconstruire un peu l'idée que le produit détruit uniquement la personne. Alors il y a un aspect destructeur effectivement qu'on entend, mais il y a aussi euh, parfois une tentative, parfois, c'est même très souvent, une tentative d'auto-guérison, une tentative de- d'essayer d'aller mieux pour des personnes, de retrouver du plaisir. Et donc, ça veut dire aussi que on souhaite maintenir une ouverture sur la clinique de la grande précarité. Pas uniquement des addictions, mais aussi
parler de ce que c'est que l'auto-exclusion, de comment ces personnes euh, ont vécu des expériences traumatiques qui font qu'à un moment, elles ne peuvent vivre qu'un peu de façon mésinscrite, en fuyant un peu le lien, qu'elles ne peuvent parfois être en lien que justement avec l'utilisation d'alcool ou d'autres produits, et que les produits finalement arrivent dans un second temps. L'idée, c'est de pouvoir dire aussi que malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, la situation extrême de vie dans la grande précarité s'accompagne beaucoup de prise de produits psychoactifs. Et que on peut pas avoir une approche où on viserait uniquement à enlever le produit, mais qu'il faut bien sûr reconstruire tout doucement, enfin aider la personne à reconstruire si elle le peut, si elle le souhaite, reconstruire assez prudemment et assez doucement pour que petit à petit euh, elle puisse retrouver un point de contrôle, un point de maîtrise sur sa consommation, même s'il n'est pas extrêmement élevé, qui reste de l'impulsivité, qui reste effectivement plein de choses à régler. Bah, l'idée, c'est aussi de travailler sur comment la personne va peut-être se dégrader un petit peu moins vite, comment elle va pouvoir continuer d'être en lien avec un petit peu moins d'alcool, comment elle va pouvoir supporter la frustration, parce que la vie dans la grande précarité euh, est effectivement très frustrante, mais on a aussi des personnes qui se sont beaucoup coupées de leurs émotions, coupées du monde pour ne pas ressentir. Et l'arrivée en structure fait réémerger plein d'angoisses de ce côté-là. Et j'ai envie de dire que c'est ce que je dis souvent aux patients, c'est que le fait de remonter à la surface, bah, ça fait réémerger beaucoup de choses. Donc, contre-intuitivement, on peut avoir des personnes aussi dont les consommations augmentent lors de leur arrivée en structure. C'est pas illogique, hein. C'est aussi sortir de la rue, se remettre à vivre, se remettre à penser, se remettre à être une personne avec un passé, un futur, un présent. Voilà, tout ce qui était un petit peu suspendu à la rue ou dans l'errance ou parfois en logement dans l'incurie, bah, ça se remet en perspective dans les structures d'hébergement. Et, eh bien, il reste quand même beaucoup d'avantages, de bénéfices à consommer des produits pour que ça n'explose pas. Voilà, je ne sais pas si on arrive au bout des 10 minutes. Ouais, on y est. On peut encore environ un millier de choses à vous dire, mais On on y y est, est. Bah on voilà, y est, il me Maxence. semblait. Ouais. Désolé, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Puis c'est le lot d'un peu tout le monde ce matin. Euh, Peut-être, puisque enfin, ce qui est intéressant, c'est que tu as emmené aussi la pratique clinique que vous avez au sein de l'équipe mobile. Ce sur quoi je ne pensais évidemment pas intervenir. Du coup, peut-être qu'on peut faire une petite période question à partir de votre activité. Je ne sais pas si j'ai le bon micro à chaque fois. Oui, je vais passer le micro. Moi, je voulais Ouais. juste te remercier, Maxence, pour l'intervention. Et je voulais rappeler une chose que tu viens très justement de nous redire, c'est que dans nos textes, c'est un accueil inconditionnel. Et j'en reviens à ce qu'on disait ce matin, les mots ont une puissance qui font que, pour nous, inconditionnel, c'est tout le monde, tout le temps, n'importe comment. Et je pense qu'il est important de rappeler ce que tu as dit, c'est qu'il y a quand même des formes de régulation à mettre en place, et tout ne peut pas être possible. Et il appartient, c'est peut-être ça la vraie difficulté pour les professionnels souvent, hein, c'est d'arriver à adapter leurs pratiques. Et dans cette injonction un peu contradictoire où on est censé accueillir tout le monde, mais peut-être pas de façon inconditionnelle, alors que c'est ce qu'on nous demande de faire quand même. Donc je pensais que c'était intéressant de pouvoir le ressouligner parce que c'est souvent une forme de difficulté que rencontrent les équipes face à ce type de projet où d'emblée il y a des peurs, il y a des réticences parce que on se dit mais on va prendre le paquet, c'est tout le monde, mais c'est pas tout le monde forcément à tous les moments. Oui, Michael.
Oui, c'est vrai que c'est une des compréhensions qu'on peut avoir de l'accueil inconditionnel, mais c'est comme chez mon médecin. Si j'ai pris rendez-vous, j'ai bien entendu, j'ai droit à ce qu'il m'ausculte et tout d'un coup, il ouvre la salle de son cabinet et je lui mets une croquette. J'ai plus ce droit à. Donc le droit à qui était le droit à avoir un accès à un établissement, un service social médico-social, la personne peut tout à fait être considérée comme y ayant renoncé par son comportement, c'est-à-dire ayant retiré son consentement. Et on en revient sur ce que Jean-Sébastien disait ce matin, y compris si ça présente des risques pour elle, parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons et on n'est plus là pour décider à la place d'eux. J'en profite, vu que j'ai le micro. Juste, non mais c'est en rapport. Non mais quand même, ce qui permet peut-être de venir travailler ces questions d'accueil inconditionnel ou pas, ou de conditionnalité, et de comment on travaille les règlements, c'est une lecture très attentive de l'article L311.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui n'est pas suffisamment souvent fait, avec des conséquences très directes qui peuvent être tirées dans toutes les institutions. Et il dit quoi cet article du coup? Enfin, si je te lance là-dedans, on n'est pas fini. On ira voir. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions par rapport à l'intervention de Maxence? Non, alors moi je vous propose d'enchaîner un petit peu. Je vais essayer d'aller vite parce qu'en plus, Maxence a fait déjà pas mal de références à ce que j'avais prévu de dire. Ce qui, moi, me semble intéressant, et c'est ce que je disais juste avant de laisser la parole, c'est que vraiment les rapprochements, les partenariats entre les deux secteurs, le secteur de la dicto et le secteur AHI, ne se sont pas arrêtés après la période du Covid. Et on a vu un travail de fond se mettre en place entre les deux secteurs. Et je trouve que c'est ça qui est plutôt intéressant. Tout ça s'inscrivant, ce que je disais, hein, déjà dans des habitudes de travail qui étaient antérieures à la question du Covid. Donc il y a eu quand même une continuité dans ce travail-là, c'était pas mal. Je vais faire du coup un tout petit focus sur ce que je connais bien, puisque c'est un projet qu'on porte en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 15 ans maintenant. C'est un projet partenarial entre la Fédération Addiction, la Fédération des acteurs de la solidarité, donc le secteur AHI, et puis l'association Addiction France. Donc le projet qu'on appelle Addiction Précarité, et qui vise justement à travailler toutes ces passerelles, toutes ces articulations entre les deux secteurs. Pourquoi j'en parle? Parce que du coup, ça fait aussi référence à ce qu'a pu dire Maxence tout à l'heure. Dans le cadre de ce projet, puis je vous disais, ça fait presque 15 ans maintenant non, je dis n'importe quoi, 10 ans qu'on est sur ce projet. Donc il y a un certain nombre d'enjeux qui sont apparus assez vite. Et un des enjeux qu'on a vu, c'est la question du lien personne dépendante sur le travail qui peut être fait dans les institutions. C'est-à-dire qu'on voit dans des équipes certains travailleurs sociaux qui se mobilisent sur cette question-là, ou un chef de service qui, dans sa carrière, a pu avoir une expérience en addicto et qui a envie de faire rentrer cette dimension de réduction des risques dans son parcours. Mais du coup, souvent, c'est effectivement très personne dépendant, et quand la personne s'en va, et Maxence a fait référence au turnover dans les CHRS tout à l'heure, les choses s'effondrent. Et autant sur la question de l'intervention d'une équipe mobile, comme disait Maxence, il faut reprendre avec les professionnels, mais autant d'un point de vue structurel et institutionnel, on n'avance jamais. Hein, c'est-à-dire qu'on a le sentiment en fait que les choses ne sont pas ancrées. Et donc, dans le cadre du projet Addiction Précarité au niveau régional, on a beaucoup travaillé sur cette question-là. Avec aussi, j'ai oublié de le citer, mais c'est important, je fais un tout petit retour. L'autre
l'autre constat qu'on a fait, c'est qu'il y a quand même très souvent un écart entre les professionnels de terrain, qui eux sont confrontés au quotidien et dans leur pratique à ces difficultés liées à la consommation d'alcool dans leur structure, qu'ils soient interdits, qu'ils soient autorisés. Voilà. Et puis, donc, l'écart entre eux et puis les directions, quelquefois, mais aussi souvent les conseils d'administration, en tout cas la gouvernance de ces structures, qui ne sont pas du tout souvent dans cette réalité de terrain. Et puis, quelquefois, qui sont aussi fidèles à un projet. Et je le disais tout à l'heure, quand même, beaucoup de structures d'hébergement se sont construites sur cette idée de mettre à distance les produits, sur une question d'abstinence et tout ça. Et donc, pour certaines associations avec lesquelles on a travaillé dans le cadre du projet, c'était évident pour les travailleurs sociaux, les acteurs de terrain d'y aller, mais impossible pour les conseils d'administration de valider le changement de paradigme et la mise en place d'actions de réduction des risques dans les structures d'hébergement. Et du coup, là aussi, on a eu un vrai écueil. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais on a bossé sur tout un panel d'outils qui permettait comme ça, justement, d'accompagner non seulement les professionnels, mais aussi les instances de gouvernance pour modifier là aussi les représentations, mettre en adéquation le projet aux besoins des personnes. Et on a fait une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si on a le temps on peut la voir, la petite vidéo? On a 3 minutes? Ouais. Ce serait bien parce qu'en plus, j'ai vraiment foutu la pression et à Sacha et à la régie pour qu'on puisse la voir. Donc, si en plus on ne la voit pas, les pauvres, ils auront fait tout ça pour rien. On a travaillé une petite infographie animée, vous allez voir, qui reprend un petit peu cette question donc, que nous, on a appelé le portage institutionnel de la réduction des risques en RDR. Réduction des risques en hébergement, pardon. Voilà, sur quoi on travaille globalement et d'un point de vue institutionnel pour que cette question soit vraiment partie prenante du projet et pas personne dépendante. Et donc, si on peut lancer la petite vidéo, Sacha, c'est génial. Merci. Pour une nouvelle posture face aux consommations dans les structures d'accueil, hébergement, insertion et logement. Lorsqu'on accompagne des personnes ayant des conduites addictives, on peut avoir le réflexe de considérer celles-ci comme la cause des problèmes qu'elles rencontrent. Cela peut par exemple conduire à faire de l'abstinence un préalable à toute action. À l'échelle d'une structure, on peut ainsi trouver logique d'interdire les consommations, ce qui peut amener certaines personnes à les augmenter avant d'arriver en entretien ou d'entrer en structure d'hébergement. En effet, la consommation est un besoin pour ces personnes. Elle constitue leur zone de confort et ou un moyen de diminuer leur souffrance. L'addiction s'installe au fil du temps et doit être considérée comme une conséquence d'autres difficultés. Son intensité peut varier et elle n'est pas irréversible. Au-delà d'un accompagnement individuel global, un travail sur le vivre ensemble, le respect, l'engagement, la responsabilité et le cadre légal s'imposent dans les structures. Osez en parler. L'addiction n'est pas exclusivement du ressort des professionnels spécialisés. Tous les professionnels d'une structure peuvent aborder le sujet. Équipe éducative, veilleurs de nuit, administration ou encore direction. Et pour que les actions soient cohérentes, l'addiction doit faire l'objet d'une posture commune et d'une réflexion collective sur les limites du cadre institutionnel, par exemple. Accompagner les consommations sans les stigmatiser. Le fait d'avoir à se cacher pour consommer augmente les risques. Les habitudes de consommation peuvent par exemple être abordées dès l'accueil. Respecter les principes d'inconditionnalité et de continuité de l'accueil, qui suppose que toute personne puisse avoir accès à une offre d'hébergement et trouver des solutions adaptées à son parcours et à son profil. Associer les résidents à l'élaboration des règlements de fonctionnement afin de co-construire les possibles aménagements, limiter les exclusions et fins de prise en charge, tout en veillant à ce que le principe fondamental de liberté coïncide avec la vie en collectif. Privilégier les liens avec les structures d'addictologie pour trouver les réponses adaptées à chaque situation. S'il est important que les professionnels connaissent ces enjeux, c'est la structure dans son ensemble, en tant qu'institution, qui est garante de leur prise en compte. On parle de portage institutionnel. Celui-ci repose sur des personnes, membres du conseil d'administration, équipes, personnes accompagnées. Les documents institutionnels, projets de service, règlements de fonctionnement,
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La formalisation de partenariats, notamment avec des structures d'addictologie ou des intervenants socioculturels. L'addiction n'est qu'un symptôme. Centrons nos accompagnements sur les personnes. Voilà, donc je ne sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. C'est celui-là, ouais, c'est mieux. Je trouvais intéressant de vous la montrer parce que du coup, elle va balayer rapidement, parce que du coup, ça tombe bien, on n'a pas le temps. Ça va balayer rapidement quand même tous les domaines, en tout cas les questions qui sont importantes à se poser quand on veut travailler sur la question de la réduction de risque en structure d'hébergement. Je trouve que ça balaye vraiment bien. En même temps, la dimension du lien avec la personne, de comment on travaille avec elle sur ses besoins et tout ça, mais aussi, encore une fois, la dimension plus institutionnelle et de comment il y a un travail de fond à faire et qu'effectivement, il ne s'agit pas de décréter, d'implanter la réduction des risques en structure d'hébergement pour qu'elle puisse se mettre en place et surtout qu'elle y reste, qu'il y perdure. Et c'est ça, je pense, un des enjeux pour les années qui nous attendent, c'est de pouvoir consolider ces partenariats-là et faire en sorte que s'il y avait un Covid-24 ou 25, je ne sais pas quoi, d'ici quelques années, on ne soit pas à nouveau obligé de tout recommencer, mais qu'il y ait déjà des choses qui soient bien installées pour prendre en compte ces questions-là dans les structures d'hébergement. Voilà, on a exposé le temps. Je ne sais pas comment tu veux faire, Eric. Moi, j'avais encore des choses à dire. Je vais mettre une petite conclusion parce qu'on a travaillé ensemble sur ce projet en région Rhône-Alpes lorsque je travaillais à Valence. Je voudrais juste rappeler une fois de plus ce genre d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont en situation de précarité, qui sont consommatrices. On leur dit on va vous mettre à l'abri dans une structure, mais si vous consommez dans cette structure, on vous éjecte. Donc en fait, on marche à l'envers, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'ils ont des difficultés avec leur consommation, qu'on veut les mettre à l'abri, mais on les prive de consommer dans les lieux où on veut les mettre à l'abri pour les remettre à la rue. Et ça, c'est ce qui a donné lieu à ce dispositif pour essayer de mailler précarité et addiction et quelles étaient les passerelles à mettre en place entre l'addictologie et les structures d'hébergement. Voilà. Juste, il y a quelque chose que Maxence a un petit peu abordé et je pense qu'on a survolé, c'est quand même la question de la sensibilisation et de la formation des professionnels. C'est extrêmement important. Alors encore une fois, on n'a pas le temps de développer, mais je voulais quand même le dire parce que Maxence a été rapide et peut-être modeste sur cette question-là, mais on ne peut pas travailler dans une structure d'hébergement quand on est une équipe mobile comme ça, s'il n'y a pas un travail de fond qui est fait avec les professionnels autour des présentations, il a dit autour des connaissances, autour de la connaissance du dispositif de prise en charge. Et ça, c'est un travail vraiment absolument essentiel. Je me félicite de voir que les pouvoirs publics commencent à le reconnaître et acceptent que ça puisse faire partie des missions propres des équipes mobiles de XAPA notamment. Pour ceux qui ont une EMSP, si les équipes mobiles centrées précarité, ça fait partie des missions reconnues des EMSP, alors que nous, on a un peu essuyé les plâtres sur cette question-là il y a 15 ans. On s'est battu devant les pouvoirs publics pour faire entendre que la formation des professionnels, l'accompagnement des équipes était une des composantes de l'intervention. Et ça, c'est essentiel. Donc, je pense que c'est vraiment important de le redire aussi. Voilà. Pour terminer, parce que j'avais prévu de vous le présenter rapidement, je n'aurai pas le temps, mais je vais juste le citer. La Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité, donc les deux fédérations principales sur les deux secteurs addicto et HI, travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur des partenariats communs, dont celui de Rhône-Alpes, mais il y en a d'autres, je ne vais pas les détailler. Et ce travail a abouti, entre autres, à la rédaction d'un plaidoyer commun, Addiction Précarité. Il est téléchargeable, d'ailleurs, comme la petite vidéo là, que vous venez de voir, et les autres outils, sur le site des deux fédérations, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous invite à lire le plaidoyer, parce qu'il va reprendre effectivement un certain nombre d'éléments, alors de manière un peu plus précise et détaillée que ce qu'on a fait ce matin, mais qui permettent justement de réfléchir à la manière dont on peut travailler, et on peut rapprocher les deux secteurs encore une fois, dans l'objectif d'améliorer l'accompagnement des personnes. Voilà, j'ai fini, je vous remercie.